France Culture. Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À l'imitation d'un Sade et son boudoir, d'un Fourier et son phalanstère, d'un Loyola et sa cellule, Pierre Barbier, Hubert Juin, Stanislas Fumet et Luc Estan s'étaient enfermés le 15 décembre 1971 dans un studio. Ils y avaient invité Roland Barthes afin d'y mieux saisir les outils critiques de sa recherche sur l'opposition, chez les trois écrivains, de l'instance du discours, d'un côté, et du réel, de l'autre, relaté ou décrit, systématisé ou taxinomié. Nos fins critiques s'avouent l'un après l'autre, car dans un studio on ne se parle pas dessus, en lecteur séduit, en rêveur enchanté entre clôture, série et image. La jouissance du lecteur est en vérité la plus souvent pratiquée en studio de radio, jouissance exposée au public, qui devient à son tour donc langue seconde, qui excède la lecture littéraire et intime. Et le théoricien dans tout ça, bien, il s'y fait une fois de plus, avec dextérité, le plus aimable des pédagogues. Roland Barthes vient de publier aux éditions du Seuil Sade, Fourier, Loyola dans la collection telle quelle. Évidemment, le titre peut étonner et à la dernière page de la couverture, nous lisons ceci. Ce n'est pas par goût de la provocation que l'on a assemblé dans un même livre Sade, Fourier et Ignace de Loyola, l'écrivain maudit, le philosophe utopiste et le saint jésuite. Il s'agit d'une recherche de langage. Il faudrait donc tout d'abord demander à Roland Barthes quel a été son propos en rassemblant ces trois auteurs. Très différents, bien sûr. Très différents, oui. Et si je me permets d'insister au début de notre conversation, c'est pour dire que c'est un propos délibéré, dans la mesure où effectivement certains de mes textes ont paru déjà en revue, pas tous, il y a à peu près la moitié d'inédits dans ce livre, mais au moment où je les ai publiés en revue, je savais, pour ainsi dire à l'avance, qu'ils feraient un jour partie d'un livre qui réunirait en tant que livre et non pas en tant que recueil d'articles des études sur ces trois, et c'est là que le nom que je dois mettre pose un peu le problème. Pour simplifier, je dirais ces trois écrivains au sens très fort du terme. Évidemment, ce qui m'a guidé, c'est un peu ce qui a toujours, avec différentes variations historiques, ce qui est normal, ce qui a toujours guidé mon travail depuis maintenant près de 20 ans. C'est une recherche sur la nature, la fonction, les effets et les non-effets, ce qui excède l'effet du langage littéraire. Et à ce titre, nos trois auteurs sont exemplaires dans la mesure où chacun a mis en œuvre, et si je puis dire, a mis en scène, à partir de sa langue nationale, ce que j'appellerais une langue seconde, c'est-à-dire, pour être peut-être encore plus clair, un certain système de classification, et a construit donc cette sorte de langue décrochée, de langue seconde, pour constituer un système formel, un système translinguistique, si vous voulez, dont je me suis précisément proposé l'étude. Hubert Juin. Oui, voici ce que je voudrais dire en ayant lu cet ouvrage. Vous avez dit, Pierre Barbier, et à juste titre, ce rassemblement de trois auteurs différents. Alors, ce qui me paraît très important dans le livre de Roland Barthes, c'est que justement son point de recherche, auquel nous devons venir nécessairement, abolit cette différence. Tout d'un coup, nous retrouvons exactement sur un même plan Sade et Fourier et Loyola.
Bien sûr, j'ai pratiqué beaucoup plus Sade et Fourier que Loyola. Pour moi, les points de rapprochement que je voyais entre Sade et Fourier étaient par exemple l'obsession de la série. N'est-ce pas, qui chez Fourier donne lieu à un système complet, et chez Sade à un système moins complet. Mais quand même, il y a une classification des passions, comme dans Fourier, la classification des vices, la classification des figures érotiques. Ce qui était très différent, bien sûr, de Fourier, encore qu'il y a chez l'un et chez l'autre le lieu clos. Il est évident qu'à ce moment-là, car j'ai lu, comme tous les gens, et je pense que nous sommes presque tous ici dans le cas des gens qui ont fréquenté les écoles catholiques dans leur jeune temps, n'est-ce pas, nous avons lu des sortes de moutures des exercices spirituels qui, effectivement, ne correspondaient pas à ce que Barthes me dévoile aujourd'hui dans les exercices spirituels, à savoir que là aussi, il s'agit finalement d'un lieu clos, où ces exercices se pratiquent, et également d'une approche de la série. Or, il me semble que ces éléments, que je pouvais très bien concevoir, disons tout seul, disons sans Roland Barthes, eh bien, Roland Barthes va plus loin. Va plus loin dans la mesure où il montre que, finalement, effectivement, ces trois écrivains dévoilent ou convergent vers un point du langage tel que, effectivement, ce langage décolle totalement du langage commun, surtout du langage d'écriture des gens de leur temps, et ils débouchent au fond, tous les trois, dans l'utopie. Il n'y a pas que Fourier qui soit utopiste. Et je pense que aussi, où ils deviennent très importants, c'est qu'il y a une retombée de cette utopie qui finit par nous éclairer sur ce qu'est réellement écrire. Hubert Join vient de rentrer dans le vif du sujet. Et moi, avant de rejoindre ce vif, c'est-à-dire de dire, enfin, quel vertige j'éprouve chaque fois que je lis Roland Barthes, je voudrais que justement nos auditeurs soient mieux au fait. Une pudeur de langage, c'est le cas de le dire, a fait que Roland Barthes, mais on aura pu enregistrer son hésitation, a employé le mot d'écrivain, et que Hubert Join vient de le reprendre. Et à partir de ça, en quoi ces écrivains ne sont pas comme les autres? Oui, bon. Mais c'est ça, je crois, qu'il faudrait d'abord expliciter, Roland Barthes, car le terme que vous employez, bon, c'est un néologisme, si on veut, vous parlez de logothète. Et vous ajoutez, enfin, des fondateurs de langage. Ça les différencie précisément dans votre esprit de la notion d'écrivain, étant donné que la notion d'écrivain, c'est celle que tout un chacun peut avoir, ainsi que de la littérature. Mon hésitation de tout à l'heure n'était pas à proprement parler de la pudeur, c'était effectivement le sentiment qu'en employant le mot écrivain... C'est ça que j'appelle la pudeur. Oui, si vous voulez, alors nous sommes d'accord, je ne l'employais pas tout à fait dans le sens courant du mot écrivain. Disons que le sens courant attribue à l'écrivain le maniement d'un instrument qui est encore très prestigieux, qu'on appelle, disons encore, le style. Et évidemment, pour moi, Sade, Fourier et Loyola sont certes d'admirables stylistes. En tout cas, Sade, en premier, est un très grand écrivain au sens courant du terme. Mais évidemment, c'est pas dans ce sens-là que j'entends le mot. Alors là, ça serait un peu compliqué. Je dirais simplement que le mot écrivain dans mon esprit se rattache au mot écriture tel qu'il a été analysé, exploré, prolongé, théorisé depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire, c'est l'idée de ce qu'on appelle maintenant une pratique signifiante, une pratique de signification, où au fond se nouent, d'une façon souvent très dramatique d'ailleurs, les rapports entre le sujet tel que la métaphysique le concevait, le sujet métaphysique, l'homme, si vous voulez, d'une part, et d'autre part le langage. N'est-ce pas? C'est le lieu où se noue un drame entre l'homme et le langage. C'est ça l'écriture. Alors à ce moment-là, on comprend mieux comment je peux appeler écrivain des auteurs, des producteurs de textes qui ne sont pas forcément à première vue des stylistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver, pour parler très pratiquement, très empiriquement, on ne va pas les retrouver dans des histoires de la littérature. Aucun d'eux, d'ailleurs, il faut le signaler, ne figure dans les histoires courantes de la littérature. Alors à ce moment-là, disons que du point de vue de l'opinion courante, ce ne sont pas des écrivains, mais pour moi, ce sont des écrivains parce que ce sont des producteurs d'écriture tels que je viens un peu d'essayer de
définir ce terme. Bien que c'est une parenthèse ironique, dirais-je, bien que les jésuites aient été précisément en France les initiateurs à un certain sens de la littérature, je ferme la parenthèse, n'est-ce pas? Oui, Saint-Chasse-Fumet. Est-ce que vous ne dites pas quelque part que l'écriture, pour eux, est un excédent? Oui, n'est-ce pas? Oui. Et qui commence là où on ne peut plus s'exprimer d'une autre manière, n'est-ce pas? Oui, et alors là, à mon avis, c'est très visible chez un homme comme Fourier, qui ne passe pas pour être un écrivain, qui d'ailleurs l'a noté lui-même. Et je dirais que ce qui fait de Fourier un écrivain, au sens où j'entends le mot, n'est-ce pas, c'est l'espèce d'excès de systématique, n'est-ce pas? C'est un systématicien absolument infernal, n'est-ce pas, fatigant presque. Et c'est cet excès même qui le transporte dans cette région de l'écriture. Alors évidemment, il y a la seconde question que posait Luc Estam, qui est extrêmement intéressante. Pourquoi eux sont-ils des écrivains et pourquoi pas, en quelque sorte, les autres? Ou qu'est-ce qui les différencierait des autres? Alors je dirais là, c'est pour ça que ma réponse sera, mesurée, parce que précisément c'est une question de mesure. Je dirais que dans un certain sens, tout grand écrivain est quelqu'un qui met en œuvre une langue seconde, qui essaye d'édifier une langue seconde. On pourrait le dire en un sens, disons, de quelqu'un comme Flaubert ou de quelqu'un comme Proust. Mais évidemment, ces trois-là, je les ai choisis parce que, de ce point de vue de l'élaboration d'une langue de classification seconde, ce sont des opérateurs, si je puis dire, absolument exemplaires. Et ils sont exemplaires à partir d'un trait commun que Hubert Juin vient de relever, qui a été très important pour moi, c'est que tous les trois s'enferment. Ils partent d'un lieu de clôture, n'est-ce pas? Il y a le salon de débauche sadien est enfermé dans un château qui est lui-même entouré de précipices. La pièce où se tient le retraitant, Laurent, est aussi une retraite extrêmement close chez Ignace. Et Fourier, eh bien, on a un lieu d'enfermement qui est bien connu, qui s'appelle le phalanstère fourriériste. Alors, je pense que, seconde parenthèse, à la fois on sait combien on a erré du temps de Sade, ça, sur ses propres écrits, combien les disciples de Fourier voulaient éliminer et évacuer des œuvres complètes de Fourier, des choses que Fourier considérait comme étant absolument essentielles. Les disciples de Fourier du temps où Fourier vivait toujours ont éliminé de Fourier ce que justement Barthes appelle en Fourier l'écrivain. Mais c'est de cela que je parle, Saint-Chasse-Fumet. Je pense à une chose, il y a un élément qui les rassemble bien tous les trois et les caractérise ensemble. Ce sont des écrivains du chiffrage. C'est tout le temps le chiffrage. Et alors, avec une complication chez Fourier. La série, ça vient du délire. Chez Sade, c'est extrêmement conscient, n'est-ce pas? Ça va extrêmement loin parce qu'il veut épuiser toutes les possibilités du mal à faire. Il y a tout de même ça chez lui. Et alors, chez Ignace de Loyola, il y a évidemment ce dialogue si serré qu'il fait avec lui-même, si vous voulez, n'est-ce pas? Mais en interrogeant Dieu. Et c'est tellement serré qu'il arrive à ce résultat extraordinaire de ce que vous appelez la balance. Et il y a un moment où il arrive à une indifférence, par conséquent, je ne me cherche pas, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, je ne gêne pas Dieu. Et lorsque la balance est posée, si Dieu répond, il ne répond pas quelque chose d'intelligible, mais la balance a tendance à pencher dans un sens plutôt que dans l'autre. Et alors c'est ça, en somme, qu'il appelle la réponse de Dieu. Alors on fait encore aujourd'hui, dans la plupart des séminaires, une espèce de test pour savoir s'ils ont la vocation. Et c'est mathématique comme ce serait chez Fourier, comme ce serait chez Sade. Ils arrivent, en croyant, par exemple, avoir la vocation, arriver au but, ils s'aperçoivent que non. N'est-ce pas? Et au contraire, ils ne sont pas sûrs de l'avoir, et si le calcul se fait bien, et s'il est à faveur de cette balance, ils pensent que oui. Ça va très loin, ça. Et c'est intéressant parce que, alors, évidemment, pour le lecteur, il sera très surpris de voir ces trois personnages, qui, alors, eux, sont infiniment différents par leur objet, n'est-ce pas? Et, si vous voulez, leur tempérament intellectuel, car c'est tout de même de ça qu'il s'agit. Je connais beaucoup les jésuites. Une chose comme les exercices me paraît insupportable. Et je ne l'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire des exercices de ce genre. Or, on en fait toujours. C'est qu'il y a eu dans la compagnie elle-même des jésuites qui étaient les plus éminents et qui se trouvaient être des mystiques, qui ont énormément souffert du système de Loyola et qui ont fait presque toutes leurs œuvres en s'appuyant sur Loyola pour détruire
Le principe même de Loyola est montré, alors on les a presque traités de quiétistes, n'est-ce pas, mais comme l'allemand, Surin, etc., jusqu'à Grou, ce sont simplement des mystiques plus pratiques que les mystiques rénans ou les mystiques d'une autre époque, plus pratiques, et en ceci alors ils sont ignatiens, ils sont pratiques. Mais toutes leurs œuvres sont faites contre cette espèce d'emprisonnement, n'est-ce pas, où l'école jésuite les met parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne laissaient plus du tout passer Dieu. Et alors c'est là évidemment que le calculateur devient fou de son calcul. Et Fourier, c'est pareil, il a une imagination prodigieuse, ça n'en finit plus. Mais finalement, il tombe dans une espèce de folie parce que c'est impossible d'aller au-delà d'un certain moment. Alors on a envie de rire. J'ai connu, moi, Fourieriste, pour beaucoup, dans mon enfance. C'était un type étonnant. Il était pharmacien. Et il avait un amour du plaisir insatiable. Mais il racontait des choses tellement drôles qu'on se désopilait tout le temps qu'il restait là. On le voyait à peu près une fois par an. Je n'ai jamais oublié ce Fourieriste. Moi, j'avais 10 ans à cette époque-là. Je me rappelle encore ce type-là, extraordinaire. Il était à Chichin aussi. Mais enfin, ça allait souvent ensemble, parce que le plaisir, Dieu sait si aujourd'hui on demande à la drogue, mais déjà à ce moment-là, la drogue existait pour des poètes, pour des artistes, comme ça, beaucoup moins pour le public en général. Alors avec Sade, c'est la même chose, mais comme je disais tout à l'heure, il reste absolument conscient de ce qu'il fait, parce que je crois que s'il y a un mot qui pourrait convenir à Sade, c'est les mystiges de Baudelaire, où c'est un vers entier, la conscience dans le mal. Et c'est ça, à mon avis, qui le caractérise. Seulement, il va loin. Il va le plus loin possible, n'est-ce pas, dans la destruction de ce que l'on appelle la vertu. Et il le dit tout le temps, et sous cet angle, il n'agit que contre la vertu. Alors après, ça devient la société, etc. On verra ça avec Fourier et les autres. Mais à ce moment-là, c'était simplement ça. Et c'est pas de l'érotologie seulement, c'est surtout de la luxure. Et je trouve que le mot luxure convient mieux à Sade, surtout à son époque, que lorsqu'on dit érotologie. Parce que véritablement, et c'est là où je rejoins Roland Barthes, c'est quand il parle de sa pornographie. Et c'est en effet une pornographie. C'est un art, mais c'est une pornographie. Exactement, oui. Alors, je voudrais donner la parole à une question. Oui, je voudrais qu'on s'étende plutôt sur Saint Ignace de Loyola, parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent n'auront pas lu les exercices, pas plus que moi du reste, et que ça risque de paraître abstrait par rapport au travail de Roland Barthes. Simplement, moi je dirais mon impression, pas si j'étais quelque chose dans l'Église, je nommerais tout de suite Roland Barthes docteur de l'Église en ce qui concerne le langage, car il nous fait toucher du doigt comment précisément, et je parle de l'Église, ce qu'il y a de plus officiel, qui s'est toujours méfié de la mystique. Et donc, justement, on peut assister avec le langage d'Ignace de Loyola tel qu'il nous le rend perceptible, cette espèce d'opération à l'encontre de toute une tradition mystique où c'est l'ineffable, l'indicible. Là, non, n'est-ce pas? C'est un effort de rationalisation et d'assèchement. Bon, je ferme la parenthèse, que ceux que ça excite à y voir. Mais je crois que ceux qui nous écoutent comprendront beaucoup mieux de quoi il s'agit, enfin comment Roland Barthes procède avec, même s'ils ne l'ont pas lu, l'idée qu'ils se font de Sade. Et là, j'enchaîne avec ce que vient de dire Stanislas Fumet, et en effet, à travers la lecture, parce que c'est toujours comme ça, je crois qu'il faut parler quand il s'agit de la démarche critique, et je mets critique entre guillemets, de Roland Barthes, car il ne s'agit justement plus de la critique, de l'explication de texte, puisque vous voulez, d'après les normes habituelles de la littérature, c'est autre chose, c'est une nouvelle lecture, un décodage, et je reprends à propos de Saint-Ignace, qui a une formule très, très éclairante de Barthes, quand il dit que, alors que d'habitude il s'agit de déchiffrer un code, là, chez ces écrivains, c'est dit, je crois, surtout à propos de Loyola, mais ça vaut pour les autres, c'est un code pour déchiffrer autre chose. Alors, dans le cas de Sade, on a une certaine image de Sade, et notamment par rapport à ce à quoi tout le monde est tellement sensible, l'argument moral. Or, quand on lit la manière de lire de Barthes, on s'aperçoit que le procès, disons, de morale fait à Sade est absolument absurde, pour un simple argument qu'un lecteur, disons, ingénu comme moi, a pu émettre au sujet d'un manuscrit
qui depuis a été publié et dont justement, enfin, toute la manière de lire de Barthes a pu après, enfin, exalter. Il s'agit d'un manuscrit de M. Guyotat. Moi, encore vraiment très féru, disons, d'un certain réalisme, je dis, mais je trouve ça ennuyeux. Ça l'est. Justement parce qu'on n'est pas vraiment en littérature, on est en écriture, ce qui est tout à fait autre chose que la littérature. C'est ennuyeux, ça n'est évidemment pas réaliste, parce que tout ce que le gars raconte, mais c'est impossible. Vous pouvez me faire tous les dessins du monde, ou même simplement, au nom des capacités physiques, même des sujets surdoués, des étalons vraiment de première classe, c'est impossible. À propos de ça, c'est la même chose. C'est la même chose, par conséquent, ce qu'il faut bien se dire, pour bien comprendre, ce n'est qu'un exemple, mais je crois qu'il est éclairant pour ceux. Non, on ne peut pas assimiler Sade à l'érotisme au sens où on l'entend, ni même, là je vous demande pardon, enfin bien que Barthes vous ait approuvé, ça n'est pas non plus ce que j'appelle la pornographie, tout au moins au sens courant du terme, car j'appellerais pornographie une espèce de sous-ordre de l'érotisme en littérature qui doit être suggestif, enfin qui doit, disons, vous émouvoir. Non, mais c'est la graphie. Bon, alors justement, on ne peut pas être ému, et par conséquent, les bonnes mœurs ne peuvent pas être troublées en lisant Sade, étant donné qu'on est, par rapport, enfin, aux bonnes mœurs, en pleine irréalité. Seulement, ce que la lecture de Roland Barthes donne à comprendre, c'est que la subversion est attachée précisément à l'énoncé de cette chose impossible. Alors qu'en littérature, on rendra la chose non seulement possible, mais vraisemblable, mais même suggestive. Je ne me trompe pas. Oui, oui. Alors, Roland Barthes, je voudrais que vous répondiez un petit peu à tout ça, enfin, ou bien que vous approuviez. Oui, non, j'approuve tout à fait ce qui a été dit. Je crois par exemple très important de souligner, j'ai essayé de le faire dans mon livre, la profonde originalité historique d'Ignace de Loyola, dans la mesure où, comme vous l'avez dit tous les deux, Stanislas Fumet et Luc Estang, disons que c'est un mystique qui a mis la mystique sous la suggestion du langage. Alors que tous les mystiques étaient, disons, des croyants qui se déterminaient contre le langage, au-delà du langage, qui se refusaient à articuler, c'est très explicite chez quelqu'un comme Saint Jean de la Croix, eh bien, Ignace de Loyola a dit, lui, non, enfin, le rapport à Dieu, l'interlocution avec Dieu doit passer par un langage articulé, c'est-à-dire par un langage divisé, n'est-ce pas? Articulé, ça veut dire qu'il y a des unités, des règles de combinaison, et il a soumis ce qu'il appelle les images, les imitations, les mystères, les tableaux, les vues, il a soumis tous ces éléments à une véritable syntaxe de langage. Et alors, c'est pour ça que, effectivement, ce thème a été repris ensuite par Bossuet dans sa querelle contre le quiétisme, lorsque Bossuet a dit, bien non, quand on prie, la prière n'a de valeur que si elle passe par le relais du langage articulé, n'est-ce pas? On ne peut pas prier sans parler, en quelque sorte. Je crois que ça, c'est une très grande originalité historique d'Ignace de Loyola. On pourrait très facilement mettre cela en rapport avec toute une mentalité d'époque, cette époque qui est la Renaissance, qui est l'avènement des temps modernes, toute une repensée, une reconsidération du langage qui est marquée précisément par Ignace de Loyola. Quant au second point, alors là aussi, je suis très content d'avoir entendu la réaction de Luc Estang, parce qu'effectivement, je pense que dans l'usage que la société, c'est-à-dire les institutions sociales, n'est-ce pas, la critique, disons, traditionnelle, les histoires de la littérature, la justice, la loi, l'usage que ces institutions font de Sade est un usage absolument erroné parce que cela repose sur une vue de la littérature qui est en réalité fausse. Il ne faut pas croire que la censure juridique ou policière s'exerce en dehors d'une certaine vue de la littérature. Non, hein. Je dirais qu'un juge ou un policier, eh bien, quand il légifère sur des œuvres écrites, en réalité, il met en avant une certaine idée de la littérature. C'est pas ce qu'on ne pense pas assez. Et cette idée de la littérature, c'est que précisément, cette idée qui est fausse à mon sens, c'est qu'il y aurait une sorte d'identité totale, de coïncidence parfaite entre ce qu'on appelle maintenant l'instance de discours, le plan du discours, ce que j'appelle le papier, moi ce qui se passe sur le papier, et ce qui se passe au plan de l'histoire, du réel, enfin d'un réel supposé. Alors évidemment, en réalité, si vous voulez, pour pousser ma pensée jusqu'au bout, et je terminerai là-dessus, il n'y a jamais et nulle part de littérature réaliste, n'est-ce pas? On présente le réalisme comme une certaine école opposée à d'autres écoles, mais pour moi, même l'école la plus réaliste sera toujours irréaliste
parce qu'il appartient à la littérature, à l'écrit et au langage d'être statutairement Enfin, il y a ceux irréel. qui veulent en donner l'illusion et ceux qui n'ont cure de cette illusion. Non, cependant, Je crois qu'il y a un mot Non, il y a un qui mot revient dans Barthes, souvent n'est-ce dans pas? Barthes, précisément, c'est le mot combinatoire. Oui, mais il y a Je un autre pense mot, que c'est Pierre. très important. On va voir l'autre mot, n'est-ce pas? Oui, mais qui est Mais clair, parce que tout à fait celui-ci est très important aussi, car combinatoire, pratiquement, nous approche un peu de la mathématique, Oui. en un sens. Oh, j'y serais moi bien incompétent. Enfin, là, c'est un mot, disons, typiquement structuraliste. Effectivement, je pense qu'en réalité, les œuvres sont produites, les œuvres littéraires notamment, sont produites plus par des pratiques ou des activités de combinaison d'unités, d'éléments, plutôt que par des pratiques, disons, simplement de création. Au fond, je dirais que l'écrivain est un combinateur, ça n'est pas un créateur. Mais en combinant, il devient évidemment créateur. Je veux dire, je ne lui retire rien de sa responsabilité en faisant un combinateur et non pas un créateur. Alors, je vous donne la parole, je m'excuse. Non, non, Hubert non. Juin, de vous l'avoir coupé tout Non, à l'heure, mais- mais il y a un deuxième mot, disiez-vous. et je Non, crois c'est que plutôt ça. une citation, si mes souvenirs sont bons, dans le Sade 2, c'est-à-dire vers la fin de l'ouvrage, enfin, pour éclairer ce problème réel et réalisme, n'est-ce pas, où Barthes dit, analysant Sade et le comparant à Balzac, où il dit Sade, c'est le réel, Balzac, c'est le réalisme. Donc, quand même, vous faites à ce moment-là une nuance. Mais non, c'est parce que on a dit que jamais vous n'employiez pour qualifier une œuvre le mot réaliste. Et justement, dans ce Sade 2, vous qualifiez de réaliste par rapport à Sade, Balzac. Oui, parce que là, je reprends l'étiquette qu'on attribue d'habitude à Balzac. C'est un romancier réaliste, disons. Il y a une chose que je pense que nous perdons de vue et qui, moi, me paraît fondamentale, c'est l'unité de ce livre. Alors bon, nous avons déjà vu le lieu clos, la série, mais il y a aussi maintenant autre chose qui m'a frappé, c'est l'analyse que vous faites de l'image. C'est-à-dire, Ignace de Loyola ayant ces images extrêmement menues et presque vides, Oui, par rapport à Ruysbrook, Sade, qui ne parvient pas à donner l'image, sauf fragmentaire du corps, qui est quand même son objet, et Fourier qui cherche l'image dans ce que la civilisation, dans le sens fouriériste du terme, rejette comme vulgaire, comme essentiellement prosaïque. Trivial, oui. Trivial. Trivial, Alors, oui. là, il y a un point de rencontre qui me paraît aussi important et dont nous n'avons pas parlé. Oui, effectivement, l'image, n'est-ce pas, c'est un mot très vague en français, ça recueille des sens extrêmement variés. Mais disons qu'au niveau de ce livre, l'image, c'est ce que j'appellerais l'unité d'imitation. C'est-à-dire, ce qui est le plus proche de l'idée d'image chez nos trois auteurs, c'est ce qu'on appelle la vue, comme il y a des gravures qui représentent la vue du Vésuve, n'est-ce pas, ou la vue du pont au Change autrefois. Ce sont des vues, c'est-à-dire des petits tableaux cadrés. Et alors, ces petits tableaux cadrés sont très importants à la fois dans le système de nos trois auteurs. J'ai d'ailleurs essayé de faire une sorte d'analyse de l'importance de ce que j'appellerais, disons, le tableau vivant, c'est-à-dire la constitution d'une scène assez figée, mais théâtrale et figée en même temps, qu'on retrouve à la fois chez Ignace de Loyola, puisqu'il y a ce qu'il appelle les mystères, qui sont des vues de la vie du Christ sur lesquelles le retraitant doit, en quelque sorte, fixer et fasciner son esprit. Il y a bien entendu chez Sade de multiples tableaux vivants qui, évidemment, en tout autre contenu que chez Ignace de Loyola, mais qui sont aussi, disons, des tableaux même parfois avec une sorte de baroque qui préfigurerait un peu ce qu'on pourrait imaginer d'une grande scène des Folies Bergères. Dans Sade, il y a un côté opéra. Dans Fourier, c'est moins visible dans les livres de lui qu'on connaît le mieux, mais c'est très visible dans le dernier livre qui a paru il y a 2 ans, qui est un manuscrit qu'on a republié, et ça a été une merveilleuse idée, qui s'appelle « Le Nouveau Monde Amoureux ». Je regrette d'ailleurs un petit peu que, disons, l'opinion publique ou l'opinion littéraire en général n'ait pas souligné davantage, enfin, l'importance de ce livre de Fourier. Nous en avons parlé ici. Oui, mais je ne dis pas ça pour vous. Mais disons non, que... mais nous parlons de livres un peu rares, c'est ça. Alors, vous avez très bien fait parce que c'est un livre très beau, c'est un livre dont on a souligné, en fait, il préfigurait d'une façon extraordinairement intelligente certaines formulations de Freud, par exemple. Et alors, dans Le Nouveau Monde Amoureux, il y a aussi de grandes scènes, de grands tableaux, de grandes images, si vous voulez, qui rejoignent donc cette catégorie de l'image qui est l'unité de cette nouvelle langue qu'ils essayent tous de former. Là, il ne s'agit plus de mots, il s'agit plutôt de scènes, d'images, je le répète, de vues au sens pictural du mot.
C'était la Tribune des critiques, avec autour de Roland Barthes, auteur de Sade, Fourier, Loyola, Pierre Barbier, Hubert Juin, Luc Estan et Stanislas Fumet. Une émission diffusée la première fois le 29 décembre 1971.